pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame 20h02. À 20h02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Allez, on se retrouve dans ce 58e épisode de Divergence sur Divergence Politique avec un Dream Team aujourd'hui. Fabrice Sorlin, Xavier Moreau, bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Alexis. Eh bien, puisque ça va, Fabrice, pardon, tu avais voulu le générique original, je te l'ai demandé avant l'émission lequel on met. Eh ben, on a remis l'original, il y a quand même des perles, hein. La Silicon Valley, moi, me fait extrêmement rire, honnêtement. Et puis, comment elle s'appelle, la copine de Macron avec... zut, bon, bref, celle du début. Non, Pécresse aussi, c'est la copine de Macron. Tu me diras, non. Schiappa, merci. Schiappa. Alors, Schiappa, c'est quand même une perle. Les amis, aujourd'hui, on va discuter d'un seul thème. C'est le thème central de toute la semaine, finalement, dans cette actualité géopolitique internationale. Négociation et cessez-le-feu. Alors, moi, j'ai mis prochain arrêt Odessa, parce que finalement, je pense que plus personne ne va descendre du bus jusqu'à Odessa. Xavier, on a eu des séquences différentes qui se sont enchaînées de négociations. Alors, on a eu premièrement les fameux 28 points que tu avais commenté sur cette chaîne. On a eu ensuite la réunion de Genève par les Européens qui était une contre-mesure, si on peut dire. On a eu l'avortement, ou du moins les négociations qui ont servi à rien à part faire des maïs à Istanbul. Ensuite, le tour du monde a amené jusqu'en Floride, ce qui n'a servi visiblement à pas grand-chose non plus, pour finir à Paris. Alors là, c'est quand même la tournée des Grands-Ducs, j'ai envie de dire, cette période de négociation. Paris, on a vu une conférence de presse qui s'est demandé à quoi elle servait. Et deux petites bises sur le perron de l'Élysée entre Macron et Zelensky. Et tout le monde est arrivé finalement, in fine, à Moscou. En tout cas, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les Américains de Witkoff et les Russes de Vladimir Poutine et Dmitriev. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé, Xavier. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Il n'y aura pas de négociation, on est d'accord? Non, ça continue. Je crois que maintenant c'est Umerov qui est le chef de la délégation ukrainienne, qui doit rencontrer Witkoff, ou qu'il a déjà rencontré d'ailleurs au moment où on tourne cette vidéo. Ce qui est clair, c'est qu'on ne sait pas ce qui se dit. Et en fait, d'ailleurs, ça a été plusieurs fois répété à la fois par la partie américaine et la partie russe. C'est-à-dire qu'il faut rester discret pour que les choses avancent. Et ça, moi, travailler sur les archives diplomatiques, j'apprécie les négociations, la diplomatie lorsqu'elle est secrète. En fait, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, en fait, je ne serais pas aussi pessimiste que toi. Je suis pas très optimiste, mais globalement, pour l'instant, le processus de négociation, il continue. Et surtout, en fait, un des leviers de la négociation, c'est le Naboo. C'est-à-dire le bureau anticorruption qui est contrôlé. Alors, dans les médias, on dit par le FBI. Bon, en fait, c'est la CIA. Enfin, c'est les deux. Et donc, qui fait que Trump a des moyens de pression significatifs contre l'équipe de Zelensky. Il a obtenu la démission en 24 heures de Yermak. Il y a quand même déjà 2 ministres voire 3 qui sont perquisitionnés. Et il y a également Umerov, donc, qui est le chef de la délégation, qui est dans le collimateur parce qu'il a beaucoup d'immobilier aux États-Unis, notamment. Et d'ailleurs, il aurait voulu être ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis, et ça n'a pas été possible puisqu'il avait la double nationalité, d'après ce que j'ai compris. Donc en fait, moi, j'attends de voir. Ce qui est clair, c'est que cette négociation joue le jeu des Russes, incontestablement. Ça montre que tout est entre les mains de la Russie et des États-Unis. Et ça, comme je l'avais dit depuis le début, le conflit en Ukraine se terminera par un accord russo-américain.
par celui qui a commencé cette guerre, c'est-à-dire les États-Unis qui l'a provoquée et la Russie. Et donc là, l'Europe est hors jeu complètement. Je dirais même l'Ukraine est hors jeu. Et enfin, ça a des conséquences positives sur le front parce que les soldats ukrainiens veulent pas se battre, veulent plus se battre. Pourquoi se battre aussi si ça se trouve dans quelques semaines la guerre est terminée, d'autant plus qu'il y a un allant russe sur toute la ligne de front. Justement, c'est la question que je voulais poser à Fabrice. De toute façon, Fabrice, est-ce que les Russes ont véritablement le moindre intérêt sérieusement à négocier quoi que ce soit, alors que sur le front, visiblement, il y a quand même des embellis remarqués, même par LCI, c'est pour dire. Oui, de toute façon, là, aujourd'hui, tous les médias, même les médias de grand chemin, ont pris acte du fait que la Russie était en train de gagner. Là, je crois que c'est clair. Ils ont fait un déni pendant des mois, pendant des années, en continuant toujours à trouver des excuses, même quand la Russie avançait, même quand la Russie capturait libérait des villes, etc. À chaque fois, ils disaient oui, mais c'est au détriment d'eux, oui, mais c'est au détriment de ci, de ça, etc. Bon, là, aujourd'hui, ça fait l'unanimité. Tout le monde sait, et même donc les grands médias, que la Russie est en train de gagner. Et c'est parce qu'elle est en train de gagner, du reste, que c'est la Russie qui va dicter ses conditions. Voilà, point barre, c'est comme ça que ça se fait dans toutes les guerres, ça a toujours été comme ça. Et c'est pourquoi le plan en 28 points, en tout cas celui qui nous a été soumis, parce qu'on ne sait toujours pas si ce plan-là est vraiment le plan qui a été soumis aux Russes. Mais en tout cas, ce plan qu'on a tous vu était délirant sur certains de ces points. Par exemple, notamment sur les réparations, les 100 milliards, etc. On n'a jamais vu aucune armée victorieuse dédommager le pays qui a perdu. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, la balle, elle est dans le camp des Américains. C'est Trump maintenant qui va décider et il a deux options. Soit il va mettre la pression sur l'Ukraine, soit il va mettre la pression sur la Russie, parce que de toute façon, il y a un blocage. À l'heure où on se parle, les Ukrainiens bloquent sur 3 points essentiels, qui sont en tout cas des points sur lesquels la Russie, qui est victorieuse, je le rappelle, ne fléchira pas. C'est la taille de l'armée, le fait que l'Ukraine rentre ou pas dans l'OTAN, et les territoires. Et là-dessus, il est clair et net que la Russie n'acceptera pas de signer un quelconque accord de paix sans que ces 3 points-là soient tournés à leur avantage. Donc maintenant, Trump se retrouve dans la situation de savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour forcer Zelensky à signer ces plans-là. Et Xavier en a parlé tout à l'heure. Il y a le levier de la Nabu. Il y a aussi, en fait, ça pourrait être, pourquoi pas, les satellites. Rendre aveugle l'Ukraine, c'est l'assurance que l'Ukraine ne perde la guerre. Mais je crois que ça, il ne le fera pas parce qu'il ne veut pas non plus, Trump et son administration ne veut pas non plus que la guerre profite trop à la Russie et que la Russie puisse s'emparer d'Odessa. Donc, je pense que là, Trump se retrouve dans une situation où il va devoir agir assez rapidement, prendre des décisions pour sortir de l'impasse dans laquelle les négociations se trouvent actuellement. Je voudrais rebondir sur ce que, si tu me permets, Alexis. Je voudrais rebondir aussi là-dessus, c'est que les moyens américains ne sont pas illimités. Financièrement, déjà, ça c'est confirmé par le Kiel Institute, c'était il y a un peu plus d'un mois, c'est-à-dire que Trump ne donne plus d'argent. Et déjà, rien que ça c'est le début de la fin pour le régime de Kiev. Ensuite, il y a l'armement. Et tu as eu deux déclarations extrêmement intéressantes. L'une de Madame Leavitt, Caroline Leavitt, qui est porte-parole de la Maison-Blanche. L'autre de Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, donc l'équivalent de ministre des Affaires étrangères, qui ont dit que de toute manière, les Américains, même le fait de vendre, ils ne pourraient pas le faire éternellement. Donc, on a quand même un outil industriel qui aujourd'hui, américain n'est plus capable de fournir. Et donc, si l'outil industriel américain n'est plus capable de fournir, ça veut dire que la situation en Europe est bien plus grave. Donc ça aussi, il faut le garder en tête. La question qui se pose aussi, messieurs, c'est, on l'a vu, que ce soit à Paris ou à Moscou, on a vraiment deux visions d'un cessez-le-feu totalement différentes. À Paris, on imagine effectivement ce que tu expliquais, Fabrice, avec justesse, que le vainqueur actuellement sur le terrain, ou en tout cas celui qui est en position extrêmement favorable, eh bien finalement baisse ses armes, finalement dise je suis en train de gagner, mais j'arrête tout, je vais payer pour les réparations, et puis franchement,
ça me fait plaisir, je vous rends les territoires. Donc ça, c'est le rêve absolu côté Macron et Zelensky. Ça paraît un petit peu particulier comme concept. Puis à Moscou, de toute façon, on le voit, États-Unis et Russie, elles, se sont visiblement déjà entendues sur l'après-guerre, c'est-à-dire ont cette volonté de faire du business ensemble. Visiblement, il y a des projets, notamment énergétiques, extrêmement précis qui sont en deal ou en accord des deux côtés. Il n'y a aucune chance qu'on trouve finalement une paix, à part par la force dans ce conflit. On a véritablement, messieurs, non, sauf si je me trompe, mais des avis qui sont complètement divergents de chaque côté. Je pense que Emmanuel Macron, en fait, et l'establishment européen, on peut dire, s'imagine, ou en tout cas fait semblant de s'imaginer que par les sanctions, ils pourront pousser la Russie à, pas à capituler, mais à être moins exigeants. Et d'ailleurs, c'est le sens, quand tu écoutes la conférence de presse entre Zelensky et Emmanuel Macron, c'est ce que dit Macron. Il dit cette fois, grâce aux sanctions américaines, donc sur Lukoil et Rosneft, qui n'ont aucun impact, c'est juste une opération, c'est un raid contre les actifs étrangers de Lukoil essentiellement, mais ça n'a pas d'impact sur les ventes de pétrole. J'ai montré dans mon dernier bulletin les tableaux qui ont été fournis par Bloomberg. Donc c'est cette idée et également, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'en prend à la flotte fantôme, c'est-à-dire qu'il assume que les attaques contre la flotte, contre les tankers, notamment au large des côtes russes ou au large du côte du Sénégal, c'est quelque chose qui est, je dirais, organisé. Parce que c'est des actes de piraterie, puisque c'est des tankers qui portent pavillon ghanéen, et que même du point de vue du droit de la guerre maritime, en fait, quand on arraisonne un bateau ennemi, qui fait du commerce pour l'ennemi, on est censé d'abord mettre à l'abri l'équipage et ensuite le couler. C'est comme ça qu'on fait. Donc ces attaques au large des côtes russes qui n'ont pas du tout plu à Erdogan, donc sont quasiment assumées par Macron. Donc c'est l'idée. Et pareil, dans cette conférence de presse, il dit oui, la vente du pétrole russe, ça finance à 40% l'effort de guerre russe. Donc en fait, il mélange tout. C'est-à-dire qu'effectivement, le budget militaire russe, d'ailleurs, c'est pas 40%, on est plus près d'un tiers, on est à peu près autour de 30%. Mais c'est pas que le pétrole russe qui le finance, c'est toute l'économie russe. C'est un tiers de l'impôt qui est prélevé en Russie, qui est donc versé dans le budget et qui permet de financer l'effort de guerre. Et dans le PIB donc le gaz que l'Europe achète. C'est ça, exactement. Le gaz qu'on achète, le pétrole qu'on achète aussi, simplement, il est transformé dans les raffineries indiennes. Voilà. Et en plus, je rappelle que les raffineries hongroises et slovaques fonctionnent avec du pétrole russe qui passe par l'Ukraine. Par un oléoduc qui passe par l'Ukraine. Donc en fait, il y a une espèce de refus de regarder la réalité, ce que moi j'appelle le bunker en fait, c'est-à-dire mais il faut tenir. On va voler les actifs russes, on va tenir et il va se passer un miracle. L'armée Wenck, l'armée Steiner, les V2, les V3, on a toute la panoplie. La Chine va se retourner contre la Russie et du coup, ça va changer complètement la donne. Et cette guerre qui nous semble totalement perdue, eh bien, on peut la gagner. D'ailleurs, c'est ce que tu entends notamment sur BFM. Je me suis moqué un peu d'Elsa Vidal dans mon dernier bulletin. C'est ce qu'elle dit. Non, les Ukrainiens n'ont pas perdu la guerre. Non, la Russie n'a pas gagné parce que c'est pas possible qu'elle gagne. On peut pas laisser la Russie gagner. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Macron, je vais donner la parole à Fabrice, mais Macron est parti en Chine en espérant effectivement convaincre Xi Jinping de faire pression sur Moscou. Donc déjà, en partant en Chine avec cette idée en tête, c'est quand même qu'on est complètement déconnecté. Fabrice, est-ce que véritablement, donc du coup, si on a un consensus dans cette émission sur le fait qu'il n'y aura pas de possibilité de négociation de paix, ça sous-entend que, bien, on se remet aux armes. On s'en remet aux armes, en tout cas. Côté russe, est-ce qu'on est capable d'avoir comme objectif Odessa? On en parlait ensemble. Les Américains, vous le disiez, n'accepteront pas qu'Odessa peut-être tombe. Est-ce qu'on en est certain déjà qu'ils n'accepteront pas qu'Odessa tombe? Ce qu'on est certain, c'est que l'Europe va tout faire pour qu'Odessa ne tombe pas. Est-ce que les Russes sont en capacité, Fabrice, d'après toi, d'aller jusqu'à Odessa et de faire cette réunification totale de ce que l'on appelle la nouvelle Russie, Novaya Russia,
Voilà. Alors deux choses. Tout d'abord, moi je dis pas que la guerre ne se terminera pas par un accord de paix en fait. Je dis juste que pour le moment c'est très compliqué, que pour le moment ça coince sur plusieurs niveaux. J'ai évoqué au moins les trois raisons tout à l'heure. Mais il est fort probable, il est en tout cas possible que Trump mette une telle pression sur Zelensky que celui-ci finisse par accepter de signer l'accord de paix que Trump et son administration vont négocier avec les Russes. Parce qu'en réalité, il suffit pour ça de forcer Zelensky à quitter l'Ukraine. Parce qu'en réalité, si Zelensky ne veut pas aujourd'hui signer un accord trop négatif pour l'Ukraine, c'est parce qu'il veut tout simplement continuer à se présenter après la guerre. Il veut pas lâcher le pouvoir. Voilà. Donc, si jamais il partait et que les Américains le forçaient à partir, il serait obligé de signer. Mais de toute façon, et Poutine l'a rappelé, pour la Russie, la signature de Zelensky ne vaut rien. Donc c'est vraiment, en fait, pour la petite personne de Zelensky lui-même que Zelensky ne veut pas signer cet accord. Mais de toute façon, pour les Russes, ce qui compte, c'est la signature américaine. Parce que ce que les Russes veulent, encore une fois, c'est un accord de paix à long terme. C'est pas juste une question de territoire. Il veut qu'il y ait, et ça tu l'as mentionné tout à l'heure, des accords profonds, économiques, stratégiques, etc., avec les États-Unis, pour qu'il n'y ait pas une nouvelle guerre dans les 5 ou 10 ou 15 ou 20 années prochaines. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point concernant Odessa, Xavier l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, à propos de la flotte fantôme, qu'on appelle fantôme, et en tout cas des actes de piraterie de l'Ukraine, ça c'est un point effectivement qui peut faire basculer la Russie pour qu'elle ait vraiment la volonté d'aller jusqu'à Odessa. Parce qu'en fermant la mer Noire, l'accès à la mer Noire à l'Ukraine, il y aura plus d'actes de piraterie en mer Noire. Donc ça pourrait être une des raisons pour lesquelles les Russes, une raison supplémentaire pour laquelle les Russes pourraient aller jusqu'à Odessa. Il y en a d'autres, des raisons, puisque Odessa est une ville russe, on a déjà parlé sur ce canal. En soi, la Russie a tout à fait les moyens d'y aller jusqu'à Odessa. Il faudra juste encore du temps, mais vu comme les choses s'accélèrent sur la ligne de front, avec là je suis ce qui se passe quotidiennement sur mon canal Telegram. Il se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas une localité qui soit prise par l'armée russe. Et on sent bien que là, il y a une tension énorme, à la fois au niveau politique, au niveau économique, au niveau énergétique, au niveau du manque crucial de soldats, etc., de matériel, de munitions sur la ligne de front pour l'Ukraine. Elle est dans une situation la plus difficile qu'elle ait connue depuis le début de la guerre. Et donc, il n'est pas impossible, justement, que la Russie, si on lui laissait le temps, aille jusqu'à Odessa. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis convaincu que Trump ne veut pas non plus laisser un avantage trop important à la Russie. C'est pourquoi il va vouloir signer, il va vouloir faire en sorte que l'accord de paix se signe maintenant, avant que la Russie aille jusqu'à Odessa. Et je terminerai là-dessus, parce que la prise d'Odessa, c'est quand même un contrôle sur toute l'Europe centrale. C'est le poumon économique qui permet d'alimenter la Pologne. Ça, en fait c'est le port en eau profonde par où passe énormément de marchandises, qui permet de fournir à tous les pays d'Europe centrale. Donc c'est quand même un point stratégique, un port stratégique, et c'est pour cette raison que je ne pense pas que Trump et son administration laisseront les Russes aller pousser l'avantage jusque de cette ville. Ouais, je pourrais rebondir aussi là-dessus. Juste avant que tu rebondisses, je prolonge la question de Fabrice. Pour aller jusqu'à Odessa, il faut quand même reconquérir Kherson. Et on voit bien Nikolaev, que Nikolaev et d'autres villes. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Mais au rythme où les Russes avancent, c'est pas impossible. Quand les Allemands ont pris Paris en 1940, ils n'ont pas pris Paris d'assaut. Ils ont détruit l'armée française, ils l'ont encerclée, et après, ils ont pu aller où ils voulaient. De la même manière, encore une fois, j'ai pris souvent l'exemple, en 1918, quand les Allemands demandent l'armistice, ils contrôlent encore une partie de l'Alsace, la Belgique et le Luxembourg. Donc, il ne faut pas se focaliser sur la ligne de front, il ne faut pas se focaliser sur les kilomètres carrés. Ce qui compte, c'est et surtout, c'est la stratégie russe depuis l'été 2022, c'est la destruction de l'armée ukrainienne. Une fois que l'armée ukrainienne sera détruite, et aujourd'hui, si le front
bouge dans tous les sens en faveur des Russes, c'est parce que l'armée ukrainienne est en phase de destruction, eh bien, elle pourra aller où elle voudra. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, autre considération, c'est que quoi qu'il arrive, le conflit en Ukraine se terminera par une paix. La question, c'est quand et à quel prix. Alors, à quel prix pour l'Ukraine, mais quoi qu'il arrive, il y aura des négociations de paix. Et ce que je veux dire, et par rapport à ce que dit Fabrice, c'est que Trump est parfaitement lucide sur le fait, et il l'a dit, je crois que c'était avant-hier, et il l'a dit, plus l'Ukraine attendra, plus les conditions seront difficiles. Et si jamais Zelensky m'avait écouté en mars 2025, 22. la première fois ils se sont rencontrés dans le 2022. Non, 2025, quand ils se sont rencontrés dans le bureau ovale. Ah, pardon. Ouais. Mais s'il m'avait écouté, on n'en serait pas là. Bon, à mon avis, si. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il y a quand même une conscience que du côté américain, c'est que plus on attend, plus les conditions imposées par les Russes seront graves. Et ça, c'est quand même important qu'il en ait conscience. Et il y a aussi un dernier aspect, c'est que Vladimir Poutine a donné une interview jeudi à un média indien, puisque l'autre grand événement de cette semaine, du point de vue géopolitique, c'est la visite de Vladimir Poutine en Inde, où il a été accueilli par le tapis rouge, comme Trump. Donc, ce qui montre d'ailleurs au passage l'échec de Trump par rapport à l'Inde. Mais surtout, il a donné une interview à une chaîne indienne, India Today, et dedans, il a dit, par des moyens militaires ou autres, nous libérerons le Donbass et la Nouvelle-Russie. Donc, si tu veux, moi, j'estime que depuis jeudi, 4 décembre, les objectifs de guerre de la Russie ont été mis à jour. Et donc, Trump a raison de s'inquiéter. Parce que la Nouvelle-Russie, c'est de Odessa jusqu'à Kharkov. Oui, on est d'accord, il y a eu des déclarations fortes. Ce qui est intéressant, notamment avec Erdogan sur la question de fermer. Il n'a pas dit d'ailleurs, Fabrice, il n'a pas dit, Vladimir Poutine, il n'a pas dit on fermera pour les Ukrainiens la mer Noire, il a dit on fermera la mer Noire tout court. Il s'entend pour tout le monde. Ce qui a fait qu'Erdogan a réagi d'ailleurs. Alexis, si tu me laisses finir, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent par des moyens militaires ou autres. Et la question qu'il faut se poser, c'est quels sont ces autres moyens. Ces autres moyens, ce sont les autres exigences russes, c'est-à-dire la dénazification et la démilitarisation. Donc je pense que dans la tête de Vladimir Poutine, on va faire une confédération de ce qui restera de l'Ukraine, en admettant même que l'armée russe ne soit pas à Odessa. On va démilitariser, donc toutes les forces militaires vont quitter la Nouvelle-Russie. Ça, je pense que maintenant, c'est quelque chose qui va se passer comme ça. Donc, non seulement il y aura une armée réduite, mais elle ne sera pas en Nouvelle-Russie, de Kharkov jusqu'à Odessa, en passant par Dnipropetrovsk. Et en plus, à partir du moment où il n'y a plus de persécution ni religieuse ni linguistique, c'est des villes qui vont naturellement, je dirais, et qui a une liberté politique, qui mettront à leur tête, des régions qui mettront à leur tête un pouvoir qui sera tout à fait russo-compatible. Donc je pense qu'il y a une mise à jour des objectifs militaires russes auxquels on a assisté jeudi qui vaut la peine d'être soulignée. C'est intéressant ce que dit Xavier, Fabrice. Je pense que, Xavier, tu es un petit peu très optimiste sur la question, ton dernier point, notamment sur le fait que les populations reviendraient naturellement vers la Russie. Je ne suis pas certain du tout de ça, en toute honnêteté. Le fait d'imaginer qu'il n'y ait pas d'armée, je pense que c'est à part une capitulation, ce qui n'est pas un accord de paix, c'est une capitulation. Dans le cadre d'un accord de paix, il ne faut pas imaginer qu'il n'y aurait pas de force militaire. Mais il y aura une capitulation. Il y aura une capitulation. Donc on est d'accord, on parle bien de la même chose, on parle bien d'un vainqueur et d'un vaincu. Voilà. Ce que Trump est en train de négocier avec Kiev, c'est la capitulation de Kiev. C'est certain. Ça, on est d'accord, mais sauf que ça s'appelle effectivement une défaite. C'est vae victis, malheur aux vaincus. Fabrice, revenons quand même sur cette question qui est quand même une question centrale. Vous me dites, messieurs, les États-Unis ne veulent pas, par exemple, envisager la possibilité pour la Russie d'aller jusqu'à Odessa. Est-ce qu'on en est sûr? Ce que l'on sait, c'est que côté européen, côté Macron, côté allemand, Starmer, etc., en Angleterre, ça a été marqué comme une ligne rouge, que ce soit Merz, Starmer ou Macron, ils ont tous dit, ou la Pologne, ils ont tous dit pas d'Odessa, sinon on interviendra. Alors, avec quoi, encore une fois, on pourrait en parler. Mais ils ont dit en tout état de cause qu'Odessa était une ligne rouge côté européen. Côté américain,
on n'a jamais entendu non plus que Odessa soit une ligne rouge. Est-ce qu'on est si certain que ça, que finalement Trump en ait quelque chose à faire d'une partie de l'Ukraine? Ou est-ce que lui, finalement, à partir du moment où on peut avoir du business qui reprenne entre la Russie et les États-Unis, à ce moment-là, ça lui irait? Fabrice? Non, mais Trump, en fait, il a tous les défauts qu'on lui connaît, mais c'est un homme réaliste quand même. Et il sait pertinemment que la Russie restera. Il ne veut plus que la Russie soit un ennemi, mais restera un adversaire. Même si, une fois que la guerre sera terminée, ça sera quand même un adversaire économique, etc. Il n'y a jamais eu de partenariat stratégique entre les États-Unis et la Russie. Il y a toujours eu concurrence. Donc je ne vois pas pour quelle raison cet homme, Trump, qui est d'abord un homme d'affaires et qui a quand même les pieds sur terre, donnerait un avantage stratégique majeur à un pays qui n'est pas un pays partenaire ou allié stratégique des États-Unis. D'ailleurs, du reste, les États-Unis n'ont aucun allié stratégique. Il y a eux et le reste du monde. Voilà. Et donc, je ne vois pas pourquoi il laisserait ce petit bonus à la Russie juste en cadeau. C'est la raison pour laquelle je pense qu'effectivement, même s'il n'en a pas discuté, même ouvertement, il n'en a jamais parlé, je suis absolument persuadé qu'ils ne laisseront pas la Russie libérer la ville d'Odessa aussi facilement. Ils vont tout faire pour que ça s'arrête avant. Alors, je reviens un petit peu juste sur ce que disait Xavier tout à l'heure là, à propos de la phrase de Trump à Zelensky lorsqu'il était dans le bureau ovale en 2025. J'ai confondu les deux dates 2022 parce que la Russie elle-même avait dit, elle était prête, on se souvient, quelques semaines après le début de l'opération spéciale en février sur les accords d'Istanbul, elle avait signé un accord, etc. Et Poutine a rappelé après que de toute façon c'est dommage que l'Ukraine ait finalement pas signé cet accord-là parce que entre les objectifs de la Russie en 2022 et ceux de 2025, il y a un changement, beaucoup plus aujourd'hui, la barre est beaucoup plus haute, avec en prime une destruction de l'économie ukrainienne et la mort, surtout, c'est ça, la mort de plusieurs centaines de milliers de soldats ukrainiens pour rien. Parce qu'au final, ça va se terminer exactement comme on avait prévu que ça se termine en février de 2022 par la défaite de l'Ukraine. Et en fait, entre 2022 et 2025, voilà, 3 ans de guerre pour le même résultat, alors que cette paix aurait pu être signée dès 2022 à Istanbul. Voilà, c'est quand même vraiment triste. Xavier, lançons-nous un peu dans les perspectives militaires sur le terrain. Très clairement, je reviens à ma question. Très clairement, combien de temps tu penses que l'armée russe soit capable justement d'aller jusqu'à Odessa, puisque c'est un peu le thème de cette émission, c'est-à-dire de mettre à genoux finalement définitivement l'Ukraine, d'imposer, je pense qu'Odessa sera probablement la ville clé qui permettra d'imposer une capitulation, puisqu'on parle bien, on est bien d'accord sur les termes, on est tous d'accord, on parle donc de capitulation de l'un ou de l'autre, donc plutôt du côté de l'Ukraine dans notre idée. Combien de temps tu penses que ça peut prendre en fonction de l'évolution sur le front que tu as précisé? Aujourd'hui, on n'a pas d'effondrement non plus d'armée ukrainienne, même si on a quand même, comme Fabrice a indiqué, des zones qui tombent les unes après les autres à un rythme qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a connu dans les mois précédents. Quelle est la stratégie aussi? Quelle est, toi, en tant qu'ancien militaire, comment tu vois les choses militairement? En fait, je pense qu'on assiste, il y a tout de même, il n'y a pas d'écroulement global de l'armée ukrainienne, c'est clair, mais il y a des écroulements partiels, notamment ce à quoi on a assisté et à quoi on assiste en ce moment sur le front sud-est, donc en direction de Zaporozhye. Ça ressemble quand même à un écroulement partiel. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, je pense que les combats cesseront de l'année prochaine. Peut-être au printemps, c'est-à-dire que là on est parti pour une campagne d'hiver où les Russes ont l'initiative à peu près sur la totalité du front. Kiev a l'initiative nulle part. Kiev ne peut se vanter d'aucune attaque, d'aucun succès significatif depuis, on va dire, août 2024, où ils ont lancé la stupide opération de Koursk. Mais même si elle était stupide et qu'elle a finalement,
au résultat, au bilan, un accélérateur de la victoire russe, il pouvait se vanter d'avoir pris du territoire, d'avoir pris Souja, etc., etc. Là, depuis donc août 2024, tout n'est que défaite pour Kiev. Et donc, en plus, à côté de ça, tu as eu, comme je disais au début de l'émission, tu as des soldats russes des soldats ukrainiens qui n'ont que des défaites et qui, en plus, entendent qu'on parle de paix, donc qui n'ont plus du tout envie de se battre. C'est pas moi qui le dis, c'est un des commandants, d'ailleurs, de Azov, qui disait qu'il faut arrêter de parler de la paix parce que plus personne veut aller lancer des contre-offensives. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a, à mon avis, un aspect qui va être fondamental, c'est de savoir si le 18 et le 19 décembre, la Commission européenne va réussir d'une manière ou d'une autre, soit en volant les actifs russes, mais visiblement les Belges ne veulent pas, soit en lançant un emprunt, soit en forçant d'une manière ou d'une autre les grands pays qui financent l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, de payer, de passer à la caisse pour fournir les 60 milliards de dollars dont l'Ukraine a besoin pour tenir. Si jamais il n'y a pas de solution pérenne qui est trouvée, ça peut même aller beaucoup plus vite. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, étant donné l'état de l'armée ukrainienne, même si tu injectes des milliards de dollars, ça ne va pas faire de miracle. Plus personne ne veut se battre. Les jeunes s'enfuient. Et donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura un arrêt des combats. Je ne dis pas forcément un traité de paix. Encore une fois, il faut bien faire la différence entre le cessez-le-feu et le traité de paix. Et donc, la première étape, ce sera un cessez-le-feu aux conditions des Russes, c'est-à-dire que soit les Russes se seront emparés du Donbass militairement et également des territoires de Kherson et de Zaporozhye, soit soit l'Ukraine le fera d'elle-même, c'est-à-dire acceptera les conditions des Russes pour un cessez-le-feu, c'est-à-dire de se retirer au-delà des nouvelles frontières de la Russie. Alors, tu m'as pas répondu très clairement. Hein. Ceci dit, tu m'as pas répondu très clairement. Comment on fait côté russe pour aller, par exemple, ne serait-ce qu'à Kherson, qui est encore une fois, il y a deux manières. Soit tu détruis l'armée et tu vas où tu veux, et tu peux prendre Kherson en prenant Kiev. Par exemple, il est beaucoup plus facile pour les Russes de lancer une offensive qui va partir du nord et qui va, on va dire, encercler Kiev, que de franchir le Dniepr. Ça dépend les objectifs qui sont fixés, cette fois par le politique. Mais encore une fois, si jamais tu prends Kiev, tu peux après exiger qu'on te donne Kherson ou Odessa. Encore une fois, il ne faut pas se focaliser sur la ligne de front et sur le mètre carré. Ce qui compte, c'est la destruction de l'outil militaire en face. Et après, comme les Allemands, malheureusement, en 1870, comme les Allemands en 1940, une fois que tu as détruit l'armée française, tu vas où tu veux. Et c'est ça qui est important. Donc là, concentre-toi sur la destruction de l'armée ukrainienne. Et puis, peut-être que les Russes vont préparer une offensive là où on ne les attend pas, c'est-à-dire par exemple du côté de Kiev. Moi, ça me paraît complètement fou. Hein. On l'a vu au début de cette guerre. L'encerclement de Kiev n'était pas total, il a été compliqué, ça a valu aux Russes effectivement un retrait stratégique. Je pense qu'il y a deux questions, c'est qu'aujourd'hui l'encerclement de Kiev dont tu parles, alors je ne vais même pas parler d'occupation parce qu'occuper une ville, je ne sais pas quelle est la population de Kiev, mais ça doit être aux alentours des 2 millions ou 2 millions et demi. J'ai pas dit, non, attention, j'ai pas dit d'occuper Kiev. J'ai pas dit. Si on ne parle pas d'occupation, mais si on parle d'encerclement, ça me paraît déjà militairement compliqué pour les Russes actuellement. Et en plus, politiquement pour l'Europe, là, ça me paraît être. Alexis, en 1870, les Allemands n'envahissent pas Paris ou juste la périphérie. La question, elle n'est pas là, encore une fois. C'est que c'est l'objectif stratégique qui est poursuivi et les moyens qui sont donnés. Ensuite, tu prends l'exemple, tu dis oui, en 2022, donc les Russes n'ont pas réussi à prendre Kiev, mais ils n'ont jamais eu les moyens de prendre Kiev. Ils avaient entre 20 et 30 000 hommes, ce n'est pas possible. Mais pendant, il n'y a pas beaucoup plus de moyens aujourd'hui. Mais pendant attends, Fabrice, laisse-moi finir. Pendant qu'ils occupaient l'armée ukrainienne à Kiev, ils s'emparaient de la totalité de la mer d'Azov. Il faisait 100 km en 9 jours et il s'emparait de la ville de Kherson. Donc, encore une fois, il y a la destruction, la mobilisation de l'armée ukrainienne à tel ou tel endroit peut avoir des conséquences à une autre partie du front. Il faut toujours garder une vision globale de la ligne de front. Entendu. Fabrice ? Oui. Est-ce que tu veux être
Non, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les soldats, le nombre de soldats en Ukraine, aujourd'hui, grosso modo, on le voit d'ailleurs sur les images depuis plusieurs mois, les commissaires militaires essayent d'aller rafler des jeunes et des moins jeunes, même des vieux, partout où ils peuvent dans le pays pour essayer de compenser les pertes énormes. Donc il y a un déficit humain sur la ligne de front. Et je crois que ce que veut dire Xavier, je suis complètement d'accord avec lui, le fait de lancer une offensive, pas forcément une offensive, mais en tout cas un début d'encerclement de Kiev, c'est évidemment pas pour prendre une ville comme Kiev, ça se prend pas une ville comme Kiev. Mais en revanche, ça sera l'obligation pour l'état-major ukrainien de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Or, comme il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a plus de renfort, il y a plus de forces de réserve, forcément, ça va affaiblir la ligne de front sur d'autres points, et donc ça va permettre à la Russie d'aller plus facilement libérer d'autres villes qui se trouvent dans le Donbass ou dans d'autres régions. Je crois que c'est ça toute la stratégie, Non, mais en tout cas donc, Fabrice, ce que veut toi, dire tu Xavier. vois, Et moi, je suis complètement d'accord avec ça, et c'est tout à fait possible, parce qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne, elle est en tension. Il faut bien comprendre qu'il n'y a plus de réserve stratégique, alors que la Russie, aujourd'hui, en dispose. Il y a encore des volontaires qui, tous les jours, signent des contrats avec le ministère de la Défense pour aller sur le front, parce que, de toute façon, c'est dans toutes les guerres la même chose. Quand on a une armée victorieuse, ça entraîne forcément dans la population civile un engouement, une volonté d'aller la rejoindre. Et quand on a une armée qui prend défaite sur défaite, raclée sur raclée depuis des mois, qu'en plus de ça, on se rend compte que le bailleur de fonds le plus important est en train de claquer la porte, à savoir les États-Unis, que en plus de ça, il y a des problèmes de corruption qui sont sortis, etc. J'imagine l'ambiance dans les casernes militaires ukrainiennes, ça doit être absolument désastreux. Personne n'a envie aujourd'hui. Il n'y a plus un seul jeune en Ukraine qui a envie aujourd'hui de rejoindre l'armée russe, et c'est l'armée ukrainienne, pardon. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les commissaires militaires littéralement kidnappent les gens à l'arrière les jeunes ou les moins jeunes, hein, comme je disais, à l'arrière de la ligne de front pour les forcer à rentrer dans l'armée. Et aujourd'hui, on voit depuis donc à peu près 3-4 mois que ces commissaires militaires sont attaqués par la population civile. Alors, non pas attaqués à coups de bâton ou à coups de poing. Maintenant, c'est flinguer ou les gens leur lancent des grenades pour les péter, etc., pour les tuer. C'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol total de la population civile. Et donc, quand on additionne tous ces problèmes que connaît l'Ukraine, oui, il est possible, alors Xavier l'a rappelé tout à l'heure, l'armée ukrainienne n'est pas en train de s'effondrer, mais moi je pense qu'elle est au début de ce processus, en tout cas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je peux pas faire de pronostic là-dessus, on n'est pas assez bien renseigné, on n'a pas tous les renseignements, mais il est clair que ça ne pourra pas durer éternellement. Tous les voyants sont au rouge côté ukrainien. et donc toi, comme Xavier, tu vois l'armée russe en capacité d'aller jusqu'à Kiev actuellement dans l'état de ses forces. Mais en tout cas, d'aller jusqu'à Kiev, tout dépend de ce qu'on entend par là. Si elle voulait, comme l'a dit Xavier, lancer une offensive au nord pour effectivement encercler Kiev, et je rappelle que ce qui s'est passé en 2022, la Russie, contrairement à ce que les médias occidentaux ont dit, n'a jamais eu la volonté de pénétrer dans Kiev. On ne pénètre pas dans une ville aussi immense que Kiev, qui en plus est une ville, pour le coup, où il y a beaucoup les habitants ne sont pas pro-russes. Dans cette ville. C'est imprenable, une ville comme ça. Enfin, c'est prenable, mais au prix de mort, au prix Enfin, ça n'a jamais été la tactique russe de lancer comme ça des dizaines et des dizaines de milliers de soldats russes à la mort certaine. Ils sont économes du sang de leurs soldats, les Russes. Donc, mais en revanche, effectivement, lancer une offensive au nord pour obliger l'Ukraine, parce que c'est quand même Kiev, c'est la capitale, donc c'est le symbole. L'état-major pourra jamais laisser cette ville tomber. Donc Kiev sera, ou plutôt l'état-major ukrainien sera obligé de déshabiller une partie entière, d'affaiblir une partie entière de la ligne de front pour aller du côté de Kiev défendre la ville. Donc oui, je pense que c'est possible.
Ça l'a D'accord. été en 2022, ça l'est encore plus d'ailleurs aujourd'hui, parce que l'armée russe est plus forte en 2025 qu'elle ne l'était en 2022. D'accord. Bon, eh ben écoute, messieurs, j'aurais peut-être pas dû mettre, alors prochain arrêt Odessa, j'aurais dû mettre prochain arrêt Kiev. On reverra. C'est un le exemple, titre en fait, pour avec une- Kiev. Non, non, pour une non, non, prochaine semaine. non, non, mais Kiev, c'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est que faut pas se focaliser. On peut prendre Odessa sans prendre Odessa d'assaut. C'est ça que je veux dire. Les Allemands ont pris Paris en 70 et en 40 sans prendre Paris d'assaut. Ils ont simplement détruit l'armée française et c'est comme ça qu'ils sont pu avancer. Et c'est pareil, c'est-à-dire que ça se trouve, les Russes peuvent très bien, comme l'a dit Fabrice, lancer une offensive vers Kiev. Immédiatement, l'état-major doit envoyer des renforts pour empêcher précisément la Russie d'avancer. Et ça sera prélevé quelque part sur le reste de la ligne de front. C'est ce qui se passe en fait depuis un an quasiment. Et donc là, ça affaiblit un endroit où les Russes peuvent de nouveau avancer. La concentration de force sur Pakrovsk ou au nord de Pakrovsk a permis aux Russes à forcer les Ukrainiens à retirer des troupes du sud-est. Et maintenant, on voit l'écroulement partiel du front ukrainien au sud-est précisément. Eh bien, messieurs, merci pour cette émission, c'est intéressant. Ce qui est à retirer de nos propos, c'est que finalement, sur le terrain, tout est encore possible côté russe. Ce qui est certain côté diplomatique, c'est qu'il n'y aura pas de diplomatie à part la poignée de main du perdant au vainqueur, du vaincu au vainqueur. Et puis, maintenant, parlons un petit peu de votre semaine. Xavier, toi, tu as sorti donc vendredi ou samedi Stratpol numéro 67. Voilà, 267. De quoi as-tu parlé dans ce bulletin ? Je suis revenu sur les questions énergétiques, puisque en fait l'Union européenne, la Commission européenne a décidé d'arrêter le gaz russe. Et puis en même temps, j'ai fait un point sur précisément ce dont je parle au début de l'émission, c'est-à-dire des tableaux assez intéressants qui ont été fournis par Bloomberg sur le fait que finalement l'exportation de pétrole russe n'a pas changé depuis 2022. Elle a même légèrement augmenté. Donc toutes les sanctions ont complètement échoué, et d'autant plus que ce que l'on observe, c'est que comme maintenant les échanges entre, par exemple, la Russie et l'Inde, la Russie et la Chine se passent en monnaie nationale, en fait, les États-Unis, les Occidentaux sont aveugles sur les échanges entre ces pays. Donc voilà, un point sur l'économie, un point évidemment, je reviens sur ce dont j'ai parlé, et notamment le fait que les buts de guerre russes ont été mis à jour par Vladimir Poutine, c'est-à-dire c'est la nouvelle Russie. Et puis après, il y a un tas d'autres sujets moins importants, donc voilà, faut regarder le bulletin. Et en parallèle de ce bulletin, tu avais en direct vendredi soir sur RT en français ton émission qu'on adore regarder, Ici Moscou. Alors, quels étaient les thèmes cette semaine dans Ici Moscou ? On va parler évidemment de la négociation avec Witkoff, on va parler de la visite de Vladimir Poutine en Inde. Puisque c'est pour moi, c'est ça qui est aussi le paradoxe, c'est que je pense que la visite de Vladimir Poutine en Inde est plus importante que la visite de Witkoff, puisque la visite de Witkoff s'inscrit, comme tu l'as très bien dit au début de l'émission, dans un cycle de négociation. Et bon, finalement, on y est encore. La visite de Poutine en Inde, accueillie par le tapis rouge, comme Trump a accueilli à Anchorage Poutine sur un tapis rouge. C'est très rare qu'un président accueille un autre au pied de son avion. Ça montre en fait le poids de Vladimir Poutine sur la scène internationale. Et encore une fois, c'est un échec flagrant de la politique de Donald Trump et donc de Scott Bessent, puisque c'est lui qui est derrière ça. La politique de sanctions contre l'Inde, ça n'a pas marché contre la Chine. Ça, tout le monde s'y attendait, ceux qui connaissent un peu. Mais ça n'a absolument pas marché contre l'Inde, puisque maintenant ils ont parlé de coopération énergétique, non seulement l'hydrocarbure, le nucléaire, et puis l'armement également, S-500, Sukhoi 57, sous-marins nucléaires. Donc voilà, je pense que paradoxalement, l'événement le plus important de la semaine, c'était la visite de Poutine en Inde. Fabrice, toi de ton côté sur ton canal, de quoi on a parlé toute la semaine et ce week-end d'ailleurs
Moi, j'ai évidemment suivi de près les différentes réunions qu'il y a eu autour de l'accord de paix, hein, que ce soit celle de Genève aux États-Unis et là, la dernière évidemment en Russie, au Kremlin. Donc, je parle beaucoup de la situation à ce niveau-là. Et mon canal, de toute façon, comme en toile de fond, toujours, pardonnez-moi, je parle aussi beaucoup de ce qui se passe en Russie, et notamment quand il y a des bonnes nouvelles sur le plan des valeurs traditionnelles, puisque là, voilà, excusez-moi, un Alors, chat dans c'est les dents. l'hiver à Moscou, hein. Oui, Donc, on t'excuse. des bonnes nouvelles sur le plan de l'avortement, puisqu'il y a de plus en plus de régions qui prennent des dispositions contre l'avortement, notamment qui interdisent aux cliniques privées de faire de la publicité, voire même de faire des avortements. Et aujourd'hui, on a des régions en Russie où sur plusieurs mois, il y a eu 0 avortement. Donc ça, c'est quand même des très bonnes nouvelles sur le plan des valeurs traditionnelles, sur le plan du soutien à la famille, etc. Je suis évidemment ces lois, ces actualités tous les jours, en fait, on a des bonnes nouvelles sur ce plan-là. Et ça me semble effectivement très important d'en parler, parce qu'à l'heure où en Occident, eh bien, justement, les valeurs traditionnelles sont attaquées depuis des décennies, et où c'est le règne du LGBTisme, du wokisme, de la théorie du genre, il y a aujourd'hui en Russie et en Europe, je dirais, un pays qui montre l'exemple, comme quoi tout est possible. Et moi, ça m'a redonné espoir en 2012-2013, lorsque la Russie avait signé cette loi, avait passé cette loi pour interdire la promotion de l'homosexualité devant les mineurs. Alors aujourd'hui, cette loi a été amendée parce que maintenant, c'est interdit de faire la promotion de l'homosexualité tout court. Mais déjà en 2013, je me souviens, c'était pendant les manifs pour tous, à l'heure où Hollande et Valls voulait absolument voter la loi du mariage pour tous. Il y avait donc la manif pour tous de l'autre côté. Et moi, je m'étais rendu en Russie à cette époque pour soutenir cette loi qui allait être votée. Ça m'avait redonné espoir. Ça avait redonné espoir à des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français. Et aujourd'hui, force est de constater que les choses vont continuer à aller dans le bon sens en Russie. Et donc, j'en parle sur mon canal parce que je pense que c'est important pour nous autres, patriotes français, attachés à nos valeurs traditionnelles, à la famille, etc., de voir qu'il existe en Europe un pays qui nous soutient, qui soutient ce que nous, on pense. On n'est pas isolé. Et si ça a été possible en Russie, ça sera possible en France demain. Et ben voilà, c'est un mot positif pour clôturer cette émission. Messieurs, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine à venir et d'ici là, on se retrouve sur Divergence Politique avec Nicolas Mirkovic, avec Thierry Mariani, avec Claude Janvier, avec tous nos invités qui vont nous rejoindre dans les semaines à venir sur ce canal. Messieurs, à dimanche prochain. Au revoir.